Moment important au procès de Luca Rocco Magnotta, c'est l'expert de la couronne, le psychiatre Gilles Chamberlain, un psychiatre réputé qu'on a eu assez régulièrement sur notre plateau, venir nous expliquer les tenants et aboutissants de cas qui sont assez complexes. Donc, il a commencé son témoignage aujourd'hui. D'entrée de jeu, il ne croit pas nécessairement que la schizophrénie de Magnotta ait pu influencer nécessairement sa connaissance de ce qui s'est passé. Et c'est tout le nerf de l'affaire. Avait-il connaissance? Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait? Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé au procès de Magnotta aujourd'hui avec le Doc Pierre Mailloux, qui lui-même a été expert dans plusieurs procès de la sorte. Bonsoir, Doc Mailloux. Oui, bonsoir, Denis. Alors, Gilles Chamberlain, qui vient témoigner pour la couronne et qui dit, il était de deux choses. Il y a deux scénarios possibles. Où il était schizophrène, où il présente des troubles de personnalité qui seraient renforcés par la consommation de drogue. Alors, comment vous voyez ça, là? Bon, il y a une chose, Denis. On m'a dit que Gilles Chamberlain n'avait pas examiné Magnotta. Est-ce que c'est exact? Oui, on dit qu'il ne l'a pas rencontré, qu'il aurait disposé de 50 DVD, que Magnotta n'aurait pas voulu le rencontrer. J'ai un peu de misère, là. Je vais avoir un problème majeur, je te préviens, Denis. Parce que l'opinion de Chamberlain est basée sur quoi? Il n'a pas examiné ce cas-là, alors que jusqu'à présent, c'était 3 psychiatres ou 4 psychiatres qui avaient examiné comme il faut cet individu-là. Alors, comment peut-on se permettre de déclarer expert devant un tribunal si on n'a pas examiné le patient? Bien, il a assisté aux audiences, il a pris connaissance des rapports et il a toute la série de transcriptions là, sur 50 DVD qu'il a pu lire. Et lui en vient à des conclusions qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les autres. Mais Denis, il est en train de faire exactement, d'accomplir le rôle du juge et des jurés. Mais lui, il dit, ça peut être un élément de simulation, qu'il ait refusé de le voir. Que Magnotta ait refusé de le voir, ça pourrait être intégré à un élément de simulation. Parce qu'il n'écarte pas, lui, qu'il ait pu y avoir de la simulation là-dedans. Ben oui, mais sur quoi il se base? Magnotta a refusé de le voir. Ce serait intéressant de savoir pourquoi Magnotta a refusé d'être évalué par Chamberlain. De conclure, c'est vraiment une passe assez exceptionnelle. Un patient ne veut pas voir Mailloux, il doit simuler sa maladie mentale. Ça fait pas trop sérieux, Denis. Mais si tu sais que ce psychiatre-là risque d'agir pour la couronne, tu dis, ouais, ben peut-être qu'il va voir que je suis en train de péter de la broue, lui, là. C'est pas le psychiatre qui a été choisi par mes avocats. Écoute, c'est un point, mais disons qu'il est ténu. Et je ne comprends pas, Denis, je ne comprends pas qu'un tribunal accepte un psychiatre qui s'assoit là, puis là, il écoute, comme le juge, et là, il décide, ça j'aime pas, ça... C'est dangereux, on peut pas se permettre ça. Mais ça lui permet quand même... C'est déjà tellement complexe, c'est déjà tellement compliqué d'évaluer des cas en psychiatrie que quelqu'un qui s'amuse à écouter tout le monde parler, et là, il va choisir ce qui lui convient. Mais ça vaut ce que ça vaut que par rapport aux autres qui sont payés par la défense. C'est même ça marche dans notre système. Mais sur le fond de la question... Denis, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Je ne crois pas, à date, avoir été acheté par l'opinion de quelqu'un. Mais vous avez été j'ai payé. tout de même 65 ans. OK. Mais parlons du fond de l'affaire. Oui, il dit, justement parce qu'il n'a pas parlé à Magnotta, il y a ses indications, mais lui, il décortique ce qu'il a dit à d'autres. Et Magnotta dit, j'entends des voix dans ma tête. Alors lui, il dit, un vrai schizophrène. C'est pas dans la tête qu'il entend des voix, c'est dans les oreilles. Gilles aurait avantage à élargir son horizon clinique. Mais encore. Pour en avoir vu... C'est pas vrai que c'est dans les oreilles plutôt que la tête? Il y a toutes sortes d'hallucinations. Ça varie beaucoup d'un patient à l'autre. Généralement, les voix viennent de derrière. Elles peuvent être dans la tête, généralement, sont à l'extérieur. Elles peuvent être à l'intérieur, particulièrement lorsque le patient devient traité aux antipsychotiques.
Alors, lorsqu'on traite aux antipsychotiques, il y a une mouvance des hallucinations de l'extérieur vers l'intérieur et ensuite elles disparaissent. Tout bon clinicien, c'est ça, Denis. Mais il y a quand même un élément que, depuis qu'on se parle, puis qu'on analyse ça, vous ne l'avez pas mis en évidence souvent. Lui, il l'a mis en évidence et je pense que la Couronne va le faire parce qu'ils ont fait témoigner au début de la journée des policiers qui ont voulu démontrer qu'il avait acheté de la drogue. Il voulait acheter de la drogue. Or, le psychiatre Chamberlain dit que ça pourrait être un trouble de personnalité prévalent. Lui, il a tendance à penser que c'est un trouble de la personnalité qui aurait été renforcé par la consommation de drogue. La consommation de drogue, c'est pas anecdotique dans plusieurs cas de meurtre. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon. La drogue, ce qui est connu, Denis, c'est que les psychostimulants, comme la cocaïne, les amphétamines, le PCP, va activer les symptômes psychotiques chez quelqu'un qui souffre de schizophrénie. Autrement dit, ça va empirer sa maladie. Il va avoir plus de symptômes. Et ça peut même déclencher la maladie. Tu me suis? Ouais. Alors, ce genre de drogue-là, toute la famille des psychostimulants. Dans le cannabis, c'est partagé. Il y a des psychiatres qui disent que ça peut empirer la maladie. D'autres disent non. C'est partagé actuellement. On parlait, OK, pour le cannabis, mais on parlait de cocaïne aussi, quand même. C'est un autre, oui. C'est chimique, cela. Là. Alors, si quelqu'un souffre de schizophrénie et qu'il prend de la cocaïne ou des amphétamines, il va empirer de beaucoup ses hallucinations et ses délires. Il devient beaucoup plus agité et dangereux. Encore plus. Oui, il peut faire augmenter, vous dites ça augmente les délires, ou il peut faire augmenter ses troubles de personnalité. Si je prends la personnalité, c'est-à-dire je prends l'argumentation du docteur Chamberlain. Là. Ben là, il faudrait qu'il s'explique, il faudrait que je l'entende parce que ça ne tient pas en route, là. Voyons, si quelqu'un... Okay. Alors, il va continuer demain. On pourra s'en reparler demain parce qu'il va élaborer davantage là-dessus. Demain, là, on pourra en parler davantage. Il y a un premier psychiatre qui a témoigné également et qui a dit... Moi, je l'ai vu pendant 1 heure. Lui, il l'a vu pendant 1 heure. Et il dit, j'ai eu l'impression que c'était un trouble de personnalité limite. Alors, dites-moi ce que c'est un trouble de la personnalité limite. Premièrement, tu ne fais pas un diagnostic de trouble de personnalité limite en 1 heure. Je regrette, là, et ça vaut près de 0. Deuxièmement, un trouble de personnalité limite. Il y a 2 choses. Il y a l'état limite ou le trouble de personnalité limite. On y va avec le trouble de personnalité limite ou borderline. Borderline, c'est en anglais, ça veut dire la même chose. C'est quelqu'un qui est extrêmement instable dans tout le temps. Ouais. OK? Il change d'amis, change de femme, change de job sans arrêt. Très instable dans son humeur. Bonne humeur, se met à pleurer, se met à sacrer, se met en colère, pète des coches, aller-retour pour des riens. Alors, tout ça ensemble, ça va plus loin que ça. Ce sont des individus qui peuvent devenir facilement suicidaires, qui peuvent aussi devenir homicidaires. Surtout lors des séparations, là, ils peuvent être dangereux. Mais ça peut correspondre à Magnotta, ce que vous me dites, là, homicidaire, suicidaire, et puis parti, puis qui pète des coches et tout ça. Ça peut correspondre à lui, là, non? Ça peut. Denis, regarde, là, on va s'entendre sur quelque chose. Il s'agit de trouver le diagnostic qui va être le plus explicatif pour tout le tableau, pas un petit morceau. Alors, c'est le rôle de l'expert, c'est d'essayer de trouver le diagnostic ou la maladie ou le trouble mental qui va être le plus explicatif de tout le tableau, y compris le découpage des membres puis l'envoi postal. Mais c'est pour au fils de Jean Chrétien puis Alouette. Mais c'est pour ça que la nécessité de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas si fondamental que ça. Quand tu vois les rapports de ceux qui l'ont rencontré, puis tu vois comment ce qui a été dit, puis là, tu es capable d'analyser autant que la personne qui l'a entendu, là. Ah non, ça, c'est ton affirmation, Denis. Avec égard, je la partage pas, mais pas du tout. C'est très dangereux. Ça arrive souvent devant le tribunal. Ça doit toujours être partagé par quelques individus. Hey, Doc Mailloux, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir. Ça va se poursuivre demain. On va suivre ça avec grand intérêt parce qu'on est vraiment dans le cœur, là, hein, avec la Couronne, avec ses spécialistes. Merci beaucoup, Doc Mailloux. Restez là au retour. 2 dossiers qui impliquent des policiers. Aux États-Unis, la population qui s'est révoltée parce qu'aucune accusation n'a été retenue contre un policier qui a tué un jeune noir. Vous avez vu ce que ça a donné, les émeutes, etc.